Bonjour, soyez les bienvenus à l'Assemblée nationale. Alors les députés n'ont pas encore retrouvé le chemin de l'hémicycle en raison du contexte politique. Ils continuent en revanche de travailler en commission parlementaire, c'est leur mission. Eh bien, en cette mi-septembre, ils ont organisé 2 tables rondes sur le thème de la rentrée des classes 2025. Premier à être entendu, les représentants de syndicats d'enseignants du premier degré. Alors c'est toujours un peu la même chose, trop d'élèves par classe, des profs qui manquent de moyens, qui sont sous-payés. Mais cette rentrée-là est un peu particulière puisqu'elle est marquée par beaucoup d'incertitudes. On attend toujours le gouvernement au complet et on attend le nouveau ou la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Lors de cette séance en commission, un hommage a également été rendu à une professeure des écoles victime de harcèlement homophobe qui s'est suicidée. Elle enseignait dans le Cantal. Direction tout de suite la commission des affaires culturelles et de l'éducation nationale. Avant de débuter, je souhaiterais avoir une pensée pour Caroline Grandjean, enseignante dans le Cantal, qui s'est suicidée lundi 1er septembre 2025, jour de la rentrée scolaire, victime de harcèlement lesbophobe durant plus d'1 année. Je souhaite adresser mes condoléances à sa famille, ainsi qu'à ses proches, et de même pour toute la communauté éducative. Permettez-moi tout d'abord, à titre personnel, au titre de mon groupe et de tous les collègues, je suppose bien entendu, d'adresser mes condoléances à la famille, aux amis, à l'Éducation nationale pour le décès de Madame Caroline Grangier. C'est quelque chose... Grandjean, excusez-moi, quelque chose d'impensable, d'inacceptable et bien évidemment, vous avez raison Madame, il faudra se poser des questions. Et en cet instant, je voudrais en effet saluer non seulement la famille et les proches de Madame Grandjean, mais également, au-delà de Madame Grandjean, l'ensemble de nos personnels qui, jour après jour, nous le savons depuis de nombreuses années, subissent des difficultés, des agressions, du harcèlement, des difficultés dans l'exercice de leur métier. Elle en a payé un lourd tribut, notre école, et je voudrais vraiment saluer encore une fois l'ensemble de nos enseignants et mobiliser pour que les dispositifs existants pour les soutenir soient évidemment renforcés. Permettez-nous de nous joindre évidemment avec beaucoup d'émotion au suicide de Madame Grandjean pour des raisons qui, nous pensions, étaient plus d'actualité dans notre pays. J'aurais imaginé que les moyens alloués et la place prise à l'éducation, à la vie sexuelle, affective et relationnelle auraient plus de place au regard de cette actualité terrible. Et je me rends compte qu'il n'en est rien. Et c'est après tout terrible pour tous ces enfants qui soit évoluent dans des familles homophobes ou qui évoluent dans des familles dans lesquelles les discriminations sont de rigueur. Et heureusement qu'il y a l'école publique pour enseigner le contraire, enseigner notamment la loi. Je tiens au nom de mon groupe à vous remercier pour votre présence aujourd'hui devant notre commission, quelques jours après cette rentrée scolaire marquée par la terrible disparition de Madame Grandjean. Et effectivement, au nom de mon groupe, j'adresse à travers vous nos condoléances à l'ensemble de la communauté éducative et des personnels de l'éducation nationale. Ce drame est une illustration supplémentaire d'une école qui va mal et que vous portez à bout de bras. Et donc nous voulions aussi vous dire merci à travers vous à l'ensemble de vos collègues. Évidemment, je m'associe à mes collègues en mémoire à Caroline Grandjean, mais j'ajoute également... J'ai une pensée également pour tous les enseignants et les personnels qui se sont suicidés, pour lesquels nous n'avons pas reconnu la responsabilité de l'Éducation nationale. Je veux saluer l'engagement des enseignants qui font face à des défis sociétaux importants et adresser au nom du groupe démocrate et à l'ensemble de la communauté éducative notre profonde sympathie en mémoire à Madame Grandjean. Merci Madame la Présidente. Je veux à mon tour évoquer la mémoire de Caroline Grandjean, directrice d'école, qui avait dédié sa vie à notre école républicaine, ça a été dit par les collègues, et saluer tous les personnels qui portent à bout de bras et parfois à bout de force notre école et qui doutent souvent ou s'interrogent en tout cas sur leur avenir. Merci Madame la Présidente. À mon tour d'avoir une pensée pour votre collègue qui nous a quittés le 1er septembre dernier. Je tiens tout d'abord à remercier chacun et chacune d'entre vous d'avoir répondu présent à cette table ronde et bien évidemment m'associer
au soutien qui a été fait à la communauté éducative et tout le personnel de l'éducation nationale suite au terrible drame de la directrice d'école, Madame Grandjean. Et je pense qu'il faudra vraiment s'arrêter et se poser les bonnes questions pour que ça ne se reproduise plus jamais. Merci Madame la Présidente. L'UDR s'associe aux précédents orateurs pour saluer évidemment la mémoire de Caroline Grandjean, dont le suicide bouleversait l'opinion publique. Nous adressons nos condoléances à sa compagne, à sa famille, à ses proches et à ses collègues. Mesdames et messieurs, je vous remercie sincèrement de votre présence aujourd'hui. Je sais que la période est chargée. Pour échanger sur notre école, nous ferons part de vos constats, de vos attentes et certainement des propositions que vous allez formuler. Je tiens à préciser que la CGT Éducation était évidemment conviée à cette réunion, mais nous a indiqué en début de semaine ne plus être disponible en raison de la préparation de la journée de mobilisation prévue demain. En cette rentrée scolaire, j'aimerais insister sur plusieurs sujets qui préoccupent tant les enseignants que les élèves et leurs parents. D'abord, concernant la réforme de la formation initiale des enseignants, jugez-vous les conditions réunies pour une mise en œuvre efficace? Les mesures d'accompagnement en cette année de transition vous semblent-elles suffisantes pour les candidats au concours? Non sans lien avec le recrutement, l'enjeu des remplacements en souffrance dans de nombreuses académies est également crucial. Pour garantir qu'un enseignant soit devant chaque classe, au-delà de la difficulté de trouver des remplaçants, leur affectation se font souvent au prix d'un important turnover qui ne peut que nuire à la continuité pédagogique et à la cohérence des équipes éducatives. Fort de vos retours de terrain, partagez-vous ce constat? Avez-vous des propositions à formuler pour y remédier? Enfin, dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous, la question des pôles d'appui à la scolarité, les PASS, expérimentés dans 4 départements préfigurateurs l'année dernière et dont la ministre de l'Éducation nationale avait annoncé le déploiement de 500 nouveaux PASS à cette rentrée 2025. En lieu et place des pôles d'appui d'accompagnement localisés, les PIAL, vous le savez, la généralisation des PASS n'est pour le moment pas inscrite dans la loi, étant donné que la commission mixte paritaire sur le texte de loi qui portait sur cette mesure a échoué le 1er juillet 2025. Cependant, pouvez-vous nous indiquer quel regard vous portez sur ce nouveau dispositif? Nous serions notamment preneurs des retours de terrain portés à votre connaissance, au moins sur les 4 départements préfigurateurs. Je vous laisse donc la parole pour 5 minutes pour chaque organisation présente. Et nous allons prendre l'ordre de représentativité. Nous allons commencer, je donne la liste et puis ensuite on vous écoute. Pour la Fédération syndicale unitaire avec Madame Aurélie Gagné, co-secrétaire générale. Pour le syndicat des enseignants de l'UNSA, Madame Johanna Cornu, référente nationale direction, et Madame Elisabeth Jamin, conseillère nationale système éducatif et conditions d'apprentissage. Pour la Fédération nationale de l'enseignement, de la culture, de la formation professionnelle, Force ouvrière, Monsieur Christophe Lalande, secrétaire fédéral. Pour le syndicat général de l'éducation nationale, CFDT, Monsieur Dominique Bruno et Madame Sandrine Dumas, secrétaires fédéraux. Pour le syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur, Monsieur Jean-Rémy Girard, président, et Monsieur Xavier Périnet-Marquet, membre du bureau national. Pour la Fédération Sud Éducation, M. Romain Delaporte, secrétaire fédéral, et Mme Cécile Cohen, référente premier degré. Donc je vous écoute et nous commençons donc par la FSU. Bonjour, mesdames et messieurs. En cette rentrée 2025, ce sont 470 emplois qui ont été supprimés et plus de 1000 postes redéployés. Ces éléments, ajoutés au prétexte de la baisse démographique, ont entraîné une vague de fermeture de classes que nous estimons à plus de 2000. Sachant qu'il ne faut pas l'oublier, près de 1700 classes ont déjà été fermées en 2024. Pourtant, à la FSU SNUPP, nous pensons que pour répondre aux besoins de tous les élèves, il faut impérativement réduire les effectifs dans les classes. À ce titre, la baisse démographique est une opportunité à saisir.
L'effectif de classe est un élément essentiel qui a un impact sur la manière dont les PE mènent leurs enseignements, sur le temps qu'ils consacrent au dialogue et à l'écoute des élèves et des familles. Réduire les effectifs, cela permettrait également de mener à bien le projet d'une école réellement inclusive. En 20 ans, n'oublions pas que le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a triplé, passant de 155 000 à 520 000. Donc les enseignants sont attachés à l'école inclusive, il n'y a aucune remise en cause, mais le quantitatif ne suffit pas. L'école inclusive doit être de qualité. Or, actuellement, elle se réalise au rabais. Pas assez de formation, pas assez de temps pour travailler en équipe, pas assez de personnel RASED, AESH. Entre parenthèses, 57% des écoles répondant à notre enquête de rentrée nous disent qu'au moins un enfant ayant une notification pour un accompagnement a fait sa rentrée sans son AESH. D'une manière générale, il faut des moyens pour former les personnels, pour mettre en place le plan Filles et Maths, par exemple, ou pour l'enseignement du programme EVAR. Plan et programme que nous accueillons très positivement car ils répondent à de grands enjeux de société. Et pourtant, ce qui est dommage, c'est que la majorité des enseignants n'a pour l'heure pas encore été formée. Le harcèlement lesbophobe subi par Caroline Grandjean-Pacou, notre collègue enseignante qui s'est suicidée le jour de la rentrée, a frappé durement la communauté éducative. Et il démontre une fois de plus l'urgence à lutter contre les discriminations dans la société et légitime l'existence de ce programme. Une des missions de notre école, c'est aussi de supprimer les inégalités scolaires, trop souvent liées aux inégalités sociales. Les écarts entre les résultats en REP et hors REP restent pourtant les mêmes, voire s'accentuent depuis 2 décennies. La politique d'éducation prioritaire menée depuis 2017 s'est résumée à la mise en place des classes dédoublées de la grande section de maternelle et CE1. Alors vous allez me dire, oui, c'est une bonne chose, puisque j'en parlais au tout début, les effectifs de classe sont réduits et c'est ce que nous demandons. Oui, mais d'une part, toutes les classes de ces écoles REP ne sont pas dédoublées. On y trouve des effectifs chargés dans les autres classes, voire relativement chargés en CM1, CM2. Et puis d'autre part, cette mesure de dédoublement s'est accompagnée, ne l'oublions pas, de la suppression des plus de maîtres que de classes. Ces postes d'enseignants supplémentaires étaient pourtant des appuis solides pour les équipes. En cette rentrée, nous avons de nouveaux programmes également, principalement axés sur les fondamentaux, qui ont été conçus pour un élève idéal qui n'existe pas. Ces programmes qui sont au service des évaluations et délaissent les matières autres que français et maths. Pourtant, les sciences, les arts, l'éducation physique et sportive, toutes les disciplines sont aussi importantes, car elles contribuent à l'émancipation et à l'autonomie de tous les élèves, et notamment des élèves de milieux populaires. D'une manière générale, les professeurs des écoles subissent des injonctions et des prescriptions fortes. Non seulement ces conditions ne permettent pas, on l'a vu, de lutter contre les inégalités, mais en plus elles mettent à mal le métier enseignant. Le métier en général n'est pas attractif, il n'est plus attractif. Et nous le constatons chaque année avec un concours qui ne fait plus le plein. Et concernant la formation initiale, il est fort probable qu'elle n'inverse pas la tendance, puisque la formation initiale propose une formation rognée, puisque les étudiants vont être utilisés comme moyen d'enseignement à mi-temps. Et en plus, nous ne savons pas de quelle façon, enfin comment est-ce qu'ils vont être répartis dans les INSPE, quels vont être les critères qui vont contribuer au choix, à l'affectation. Et en plus, ajouter à cela, il va falloir s'engager pour 4 ans, sans savoir dans quel département ces lauréats seront affectés. Concernant les enseignants en poste, les conditions de travail et le manque de reconnaissance pèsent. Côté salaire, les professeurs des écoles qui adhèrent à la fonction publique gagnent, selon les derniers chiffres de l'OCDE, qui datent de la semaine dernière, en moyenne 26% de moins que les autres salariés qui ont un diplôme universitaire équivalent. Côté métier, la professionnalité enseignante est mise à mal, je l'ai dit, avec les injonctions ministérielles qui ôtent aux professeurs des écoles une grande partie de leur liberté pédagogique. Ils ne peuvent réaliser leur travail correctement par manque de moyens et ils sont trop souvent confrontés à des conflits de valeurs lorsqu'ils ne peuvent pas réaliser le projet de l'école inclusive. Et il y a fort à parier que la mise en place des PASS, qui sur le papier est une bonne chose, dans les faits, confrontés au désert médical, ne remplira pas ses missions. Les professeurs des écoles manquent de temps, d'espace pour partager avec leurs collègues, se réunir, faire des projets. Et tout ceci pousse trop souvent les professeurs des écoles ou les AESH à quitter le métier ou en tout cas à y penser. Voilà. Malgré l'instabilité politique actuelle, vous allez devoir voter le budget pour la nation. Le SEUNSA a dénoncé le projet de budget Bayrou qui promettait une suppression de 10 000 postes et aucune revalorisation salariale.
Aujourd'hui, le pays a besoin d'un autre budget. Le SEUNSA rappelle une évidence, ce ne sont pas les coupes budgétaires aveugles qui sont nécessaires, mais il s'agirait de remplir les caisses de l'État correctement et d'utiliser l'impôt pour répondre aux besoins de la démocratie sociale. Investir dans l'éducation de nos enfants est un investissement qui rapporte, comme le montre le rapport de l'Institut des politiques publiques de juin 2025 sur les perspectives budgétaires. Profiter de la baisse démographique pour supprimer des postes rapporterait 3,4 milliards d'euros, quand l'amélioration du taux d'encadrement grâce à cette baisse démographique rapporterait 4,5 milliards. Au SEUSA, nous choisissons l'investissement pour l'avenir de nos enfants et l'économie du pays. Madame la ministre démissionnaire Borne a qualifié la rentrée scolaire 2025 comme celle de l'école de notre avenir. Le SEUNSA ne peut que constater que ce titre ronflant employé casse une réalité bien différente pour l'école inclusive. Disons-le tout net, l'école Notre Avenir peine à refléter le vécu des élèves en situation de handicap et à besoins éducatifs particuliers, des enseignants et des familles. Comment assurer un parcours de scolarité fluide face à une accumulation de problèmes bien identifiés ? Le déploiement des pôles d'appui à la scolarité se fait dans des conditions parfois difficiles, pour ne pas dire chaotiques. Certains postes de coordonnateurs PASS, pôles d'appui à la scolarité, sont vacants. Certains personnels médico-sociaux ne sont pas encore recrutés. Des aides pourtant indispensables pour les PASS sont incomplets. Les psychologues scolaires sont sursollicités face à des situations inextricables. Les médecins scolaires, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants sociaux manquent à l'appel. La formation des enseignants, les départs en KPI sont réduits à peau de chagrin. Il manque des AESH où, quand ils sont présents, ils accompagnent un grand nombre d'élèves dans des conditions peu satisfaisantes. Le SEUNSA réaffirme ici la nécessité de créer un statut de fonctionnaire pour les AESH. Les enseignants, AESH, PsyEN, selon l'enquête du SEUNSA, pointent ces grandes difficultés alors qu'ils soutiennent l'idée d'école inclusive. Seuls 17% des professeurs des écoles disent que l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers n'a eu aucun impact sur leur santé mentale et près de 60% d'autres peuvent avoir du stress à aller travailler pour cette raison. 70% des professeurs des écoles disent avoir eu des difficultés de gestion avec des familles d'enfants à besoins éducatifs particuliers. Voici la réalité de l'école de l'avenir. Les gouvernements et les ministres qui se sont succédés depuis 2017 sont comptables de ces difficultés et seront responsables du rejet qui pourrait advenir de l'école inclusive. Il faut éteindre votre... Voilà. L'an dernier, nous disions ici ce que serait une rentrée réussie pour la direction d'école. Un an plus tard, rien n'a changé. Pire, la situation s'aggrave. Pour notre collègue Caroline Grandjean, elle s'est aggravée au point de mettre fin à ses jours le jour de la rentrée. Ce drame nous rappelle que derrière les chiffres, il y a des femmes et des hommes dont les conditions de travail deviennent insoutenables. Nous avons aujourd'hui une éducation nationale épisodiquement sans tête, qui se défausse de ses responsabilités sur les directeurs pour des missions qui devraient relever des formateurs, des IEN ou des recteurs. C'est pourquoi le SEUNSA a déposé une alerte sociale. L'école fonctionne grâce aux bonnes volontés des personnels, mais sans formation adaptée aux enjeux. Les directives restent centrées sur le français et les maths. Or, les équipes ont besoin d'autre chose, de formation sur l'inclusion, la lutte contre les inégalités, le climat scolaire, de moyens et de temps pour travailler ensemble, définir des stratégies pédagogiques et entretenir des relations de confiance avec les familles. Parallèlement, le nombre de plans et de dispositifs explose, sans qu'il ne soit jamais précisé ni quand ni comment les mettre en œuvre. Trop souvent, la formation se réduit à un document de plus en ligne, comme si cela suffisait à répondre aux besoins du terrain. Comme si pour le ministère, PDF signifiait plan de formation. On ne balaie pas des biais profondément intégrés dans la société, avec 2 heures de sensibilisation ou des centaines de pages à lire. Confondre pilotage pédagogique et formation des enseignants ne résout rien non plus. Les directeurs ne sont ni formateurs ni inspecteurs.
Leur mission est d'animer et de coordonner le projet d'école élaboré en équipe, pas de former les enseignants. Rappelons-le, ils sont d'abord eux-mêmes enseignants et pour les 3/4 d'entre eux, la majeure partie de leur temps est encore passée en classe. Pour le SEUNSA, il est urgent d'entendre enfin ce que demandent les directrices, directeurs et enseignants des écoles, un secrétariat administratif, davantage de temps de décharge d'enseignement, notamment pour le pilotage pédagogique et le suivi des élèves, et de véritables formations sur les sujets qui feraient mieux tourner leur école au quotidien, mais qui la retournent en attendant. Je vous remercie. Nous passons à Force ouvrière. Oui, merci. Un mot de politique générale pour commencer. Cette audience se déroule alors que le gouvernement Bayrou vient de tomber. Son budget de guerre et d'austérité doit tomber avec lui. C'est l'ensemble du budget qui doit être retiré, pas uniquement la suppression des jours fériés, l'attaque contre les congés payés, le code du travail, les arrêts maladie, le remboursement de soins, la sécurité sociale, l'assurance chômage et la défense du pouvoir d'achat des fonctionnaires, puisque le point d'indice est toujours gelé, et des retraités. Les questions de suppression de postes de fonctionnaires sont inacceptables. Toutes nos revendications, à commencer par l'augmentation du point d'indice et l'abrogation de la réforme des retraites, sont totalement incompatibles avec ce budget et la politique des gouvernements du président Macron successifs, qui sont rejetés plus que jamais par la population. En nommant le ministre de la Guerre, Lecornu, Premier ministre, le président Macron confirme son intention de s'en prendre brutalement à nos droits et à nos services publics pour financer des guerres dont personne ne veut. La FNEC-FPFO refuse l'escalade guerrière en Ukraine, le génocide en cours en Palestine et réaffirme son exigence de toutes les solutions soient mises en œuvre. Pour que toutes les solutions soient mises en œuvre pour un cessez-le-feu immédiat et permanent et l'arrêt des livraisons d'armes. FO dans l'éducation nationale refuse son refus de la répression à l'encontre des personnels et des jeunes qui portent l'exigence de paix, réaffirme son exigence de la levée de la sanction à l'encontre de l'enseignante du lycée de Sens, suspendue pour avoir observé une minute de silence en hommage aux victimes palestiniennes. Beltuis, le 10 septembre dernier, Bien, s'il vous plaît, on va le... Nous sommes sur une table ronde sur la rentrée scolaire. S'il vous plaît, je vais vous demander de laisser finir la Force ouvrière. J'y viens. Allez-y, monsieur Lalande. Je vous remercie. Juste, je vous rappelle que la seule personne ici qui a la parole, c'est monsieur Lalande, et que si quelqu'un doit lui couper la parole, c'est moi. Allez-y, monsieur Lalande, je vous en prie. Je vous remercie. Depuis le 10 septembre dernier, un rejet total de toutes les politiques d'austérité subies des années s'exprime. Les personnels et les jeunes y ont pris part massivement. Le gouvernement ne laisse pas d'autre choix aux travailleurs que le blocage de l'économie par la grève et sa reconduction. La FNEC-FPFO appelle les personnels à participer aux assemblées citoyennes aux côtés des autres salariés, des étudiants, des lycéens, et appelle les personnels à se réunir dans les écoles et établissements-services pour discuter de cette situation et préparer la grève pour gagner. Les confédérations appellent à la grève demain, 18 septembre, contre les politiques d'austérité. La FNEC-FPFO appelle les personnels à être massivement en grève et à programmer les assemblées générales et les réunions pour discuter de la poursuite de la mobilisation. Concernant les conditions de rentrée, toute la politique du gouvernement a créé le chaos, conséquence du budget 2025 Bayrou-Macron. 5000 fermetures de classes dans le premier degré, 2500 enseignants manquants, selon la ministre Borne qui s'en est félicitée, un manque criant d'AESH dans les écoles, 24 000 places manquantes dans les établissements sociaux et médico-sociaux pour les élèves qui en ont besoin. Nous réaffirmons les revendications d'annulation de toutes les suppressions de postes, création des postes statutaires nécessaires. Nous refusons la limitation drastique du nombre de listes complémentaires dans le premier degré, qui ont été divisées par 3 d'une année à l'autre. Le refus, dans certaines académies, de recruter totalement ces listes complémentaires. Nous exigeons qu'elles soient totalement recrutées. Le refus de renouveler un certain nombre d'enseignants contractuels. Il y a eu une mobilisation dans l'académie de Toulouse et 50 enseignants contractuels ont pu être recrutés. Concernant l'inclusion, la FNEC-FPFO réaffirme sa revendication de défense de l'enseignement spécialisé contre la politique d'inclusion systématique et forcée, dictée par l'acte 2 de l'école inclusive du président Macron.
Nous réaffirmons notre exigence d'abandon des pôles d'appui à la scolarité, qui vise d'une part à remplacer à terme les PIAL en contournant les notifications de la MDPH, et d'autre part à coacher les enseignants de milieu ordinaire qui sont confrontés à l'inclusion d'élèves qui relèvent de classes ou de structures spécialisées ou adaptées. Ça s'articule parfaitement avec l'orientation d'externalisation, liquidation des établissements sociaux et médico-sociaux, les IME, les IEM, les ITEP. Par exemple, au Havre, 70 élèves d'IME doivent intégrer un groupe scolaire de 350 élèves. On se demande bien comment les élèves d'IME pourront continuer à progresser et comment les élèves de milieu ordinaire pourront suivre des apprentissages. Les conditions de cette rentrée continuent d'aggraver la situation des AESH. Toujours plus de mutualisation, d'élèves à suivre, d'écoles où intervenir avec des fusions de PIAL et l'instauration des passes. Nous revendiquons l'abandon des PIAL, des passes, un statut, un vrai salaire pour les AESH pour enfin les sortir du seuil de pauvreté. Dans ces conditions, pas étonnant que le manque d'AESH s'accentue. L'annonce du recrutement de 2000 AESH est une gageure. Les AESH manquent partout. Concernant la formation initiale, non, les conditions ne sont pas réunies. Nous étions pourtant favorables au recrutement au niveau licence, mais nous refusons ce décret parce que il instaure une véritable usine à gaz. Déjà, il y a la question des délais. Il instaure des licences PPE. Il prévoit des barrages entre le M1 et le M2 en cours de formation. Il instaure des fast-track, c'est-à-dire on peut contourner les concours en étant au niveau local, en passant par ces licences PPE, et il prévoit un engagement de 4 ans post-titularisation. Je finis, j'étais pas mal coupé, je crois. Je vous demanderai de terminer, s'il vous plaît. Je finis. Le suicide de notre collègue Caroline Grandjean pose, que nous saluons et que pose la question. Alors, Monsieur Lalande, il vous reste vraiment 10 secondes. Allez-y, je vous en prie. Pose la question de la mise en œuvre effective de la protection fonctionnelle des personnels. FO a demandé une enquête à ce sujet de la formation spécialisée. Je vous remercie. Merci. Nous allons passer maintenant à la CFDT. Alors, je ne sais pas si c'est Monsieur Bruno ou Madame Dumas. Allez-y, Madame Dumas. Cette rentrée scolaire est encore une fois le bal des incertitudes. Quel ministre et pour combien de temps? Quel budget? Quelles orientations éducatives pour les personnels? De quelle autonomie disposerons-nous dans les écoles pour permettre aux élèves d'apprendre? Doit-on se réjouir que notre système éducatif ne tient plus que grâce à l'investissement des agents qui, dans les écoles, font un travail remarquable pour permettre aux élèves d'être accueillis dans les meilleures conditions? Pour la CFDT, le ministère et surtout les hiérarchies intermédiaires devraient les remercier et reconnaître ce travail de fourmi, au lieu de multiplier dès ce début d'année les injonctions, les consignes, les demandes, les exigences. Le manque de confiance, voilà bien où est le problème. En effet, où est la confiance quand le secrétaire général de la direction académique des Hautes-Pyrénées demande en réunion de rentrée à ce que les professeurs des écoles se fassent opérer pendant les vacances scolaires ou prennent leurs rendez-vous médicaux sur les congés ou les jours non travaillés, comme s'ils avaient le choix? Où est la confiance quand un IEN en Gironde convoque les enseignants et enseignantes de sa circonscription le mercredi pour une réunion le lendemain, de 18 à 20 heures, après leur journée de classe, et en ne tenant pas compte de la nécessaire déconnexion entre temps professionnel et temps personnel, pourtant affichée comme une priorité par le ministère? Où est la confiance quand le ministère ne se donne pas les moyens de son choix d'évaluation systématique à tous les niveaux? Dans le département du Nord, mais pas que, l'intendance suivra. Et voilà les directeurs et directrices sur la route, à leurs frais, pour aller chercher les livrets d'évaluation à l'inspection. Où est la confiance quand on demande à des directeurs ou directrices d'école de former les enseignants de leur école sur les nouveaux programmes, le plan harcèlement, les programmes d'EVAR, le plan filles et maths, avant le 15 septembre, qui plus est? Où est la confiance quand de nombreux enseignants-enseignantes sont victimes de cabales de parents, notamment sur les réseaux sociaux comme dans le Maine-et-Loire, et que l'institution les suspend ou les laisse bien seuls pour affronter cette épreuve? Malgré la levée des doutes sur le comportement invoqué par ses parents, l'administration ne fait rien pour les réhabiliter. Où est la confiance quand dans quasiment tous les départements, l'institution refuse aux enseignants-enseignantes le travail à temps partiel? Quand notre employeur comprendra-t-il qu'il est contre-productif d'enfermer des personnels
dans un métier qu'ils ne veulent ou souvent ne peuvent plus occuper à temps plein. Enfin, où est la confiance quand sur le département du Loiret, 50% des heures d'accompagnement d'enfants en situation de handicap ne peuvent être assurées faute d'AESH? Elles doivent partager leur travail, leur temps sur plusieurs enfants simultanément et sans capacité de travailler avec les enseignants. Des exemples comme ceux ici cités, nous en avons des dizaines qui montrent l'incapacité à tous les étages de notre institution pyramidale de piloter le système autrement que dans l'urgence et par injonction ou texte réglementaire. Pour la CFDT, on ne pilote pas un système éducatif à coup de circulaires, d'arrêtés ou de décrets. D'autant que ces injonctions cachent des problématiques réelles. Manque d'AESH, de remplaçants, de temps pour échanger collectivement dans les écoles, manque de formation basée sur les besoins exprimés par les personnels, manque de services civiques. Ces services civiques, leur nombre a encore diminué drastiquement pour des raisons budgétaires, alors qu'ils sont ô combien nécessaires aux écoles, faute d'assistants d'éducation ou de personnel sans charge de classe, comme on peut avoir dans les collèges et les lycées. En infantilisant les personnels du premier degré, l'institution limite toujours plus leur autonomie, accentue leur malaise et, au final, réduit leur motivation à poursuivre l'exercice d'un métier qu'aucun n'a choisi par hasard. Heureusement, les professeurs des écoles sont des professionnels qui n'attendent pas les injonctions pour savoir ce qu'ils et elles doivent faire avec leurs élèves pour les faire progresser. De nombreux IEN en ont également assez de ces urgences qui se succèdent. Piloter une classe, une école, une circonscription demande une visibilité que le système ne leur procure pas. Le temps éducatif n'est pas le temps politique, surtout en ces périodes d'instabilité permanente. Cette rentrée a encore une fois été la marque de la défiance envers les personnels du premier degré. Pour la CFDT, éducation, formation, recherche publique, nos dirigeants doivent donc revoir leur copie. Pourtant, comme on l'entend très souvent dans les médias de la part de notre ministre ou de ses représentants, tout s'est bien déroulé, tout va bien. Il semble que nous ne vivions vraiment pas dans le même monde. Pour la CFDT, il faut être ambitieux pour l'école publique française. Cela passe nécessairement par des personnels pérennes, aidant à la direction d'école, mais aussi dans les classes. Cela passe aussi par une formation continue, choisie. Et enfin, l'école du XXIe siècle ne peut plus continuer à ne pas avoir de statut juridique lui permettant une autonomie dans les décisions et favorisant la confiance dans les agents. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant au SNALC avec soit Monsieur Girard, allez-y. Dès que j'ai... Bonjour Madame la Présidente, bonjour Mesdames et Messieurs les députés. Bien entendu, une pensée de la part du SNALC pour notre collègue Caroline Grandjean-Pacaud. Nous rappelons que c'est une affaire qui n'est pas nouvelle, qu'il y avait déjà eu des alertes, même de la médiatisation. En arrivée, alors que la protection fonctionnelle était donnée, alors que toutes les alertes étaient faites à ce que la collègue se suicide, nous paraît absolument nécessiter une enquête approfondie pour déterminer notamment si le soutien de l'institution a été plein et entier. Sur la rentrée, cette rentrée n'est malheureusement pas très différente des rentrées des années précédentes. Le problème d'attractivité est toujours le même. Nous avons toujours des manques au concours, dans le premier degré, dans les académies déficitaires maintenant structurellement, que sont Versailles, Créteil, la Guyane ou Mayotte, pour des raisons qui ne sont pas là non plus toujours les mêmes, mais néanmoins, ces difficultés se sont installées dans la durée. Vous allez avoir à voter un budget. Budgéter à un moment, c'est choisir. Nous, au SNALC, nous pensons qu'il faut choisir l'école de la République, qui, contrairement à ce qu'on peut entendre, n'a pas été privilégiée, et cela s'en ressent sur les conditions de travail des professeurs des écoles. Je voudrais vous rappeler quelques chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Alors que les professeurs des écoles sont ceux qui ont le plus l'impression de faire quelque chose d'utile et d'avoir le sentiment que leur travail a du sens et de la valeur dans l'éducation nationale, ils sont aussi
ceux qui ont le moins le sentiment que leur métier est valorisé dans la société. 2,5 sur 10, d'après l'échelle du ministère de l'Éducation nationale. 3,2 sur 10 sur la satisfaction sur le niveau de rémunération. Alors vous allez me dire, l'argent, on en manque. Néanmoins, est-ce qu'on utilise forcément celui qu'on a de la meilleure des façons possibles? J'en viens à la formation initiale. Par exemple, on a beaucoup de politiques pour essayer d'attirer de nouvelles personnes et en disant regardez, nous allons avoir une formation qui d'ailleurs n'est pas forcément sur le premier degré pas forcément mauvaise, très clairement, et nous on n'avait pas de souci avec le changement de place du concours par exemple, mais on se préoccupe très peu de garder les gens qu'on a déjà. La ministre démissionnaire Borne a bien signalé qu'il y avait un souci de milieu de carrière. Je ne crois pas qu'elle ait fait quoi que ce soit pour le résoudre, mais quand bien même elle a essayé de le faire, les arbitrages budgétaires ne l'ont pas permis. À un moment, il faut bien se rendre compte que les personnels de l'éducation nationale ont envie de partir et que la satisfaction de faire quelque chose d'utile n'est pas un moteur suffisant pour les faire rester et qu'ils ont pris conscience qu'ils ont des compétences qui peuvent être aussi utiles ailleurs dans la société. Donc à un moment, il va falloir véritablement avoir une prise de conscience collective sur le fait que notre école ne va peut-être pas continuer à fonctionner sur le dos des personnels et sur la bonne volonté des personnels. Ça me paraît très important de le dire. Sur l'école inclusive, nous avons un vrai souci avec les pôles d'appui à la scolarité. J'ai envie de vous dire, on avait un souci avec les PIAL aussi, mais celui-là est qu'il y a notamment la disparition d'un mot qui nous paraissait pourtant un mot très important dans la politique de l'école inclusive, c'est le mot handicap. Nous sommes en train de glisser d'une politique à destination des élèves en situation de handicap vers une politique à destination des élèves à besoins éducatifs particuliers, notion très floue qui pour le SNALC recouvre 100% des élèves. Chaque élève a des besoins éducatifs particuliers. Le saupoudrage qui est actuellement l'école inclusive risque d'être encore plus du saupoudrage. Je voudrais aussi signaler qu'avant de généraliser, normalement, on fait le bilan des expérimentations. On a expérimenté les PASS dans 4 départements. À ce jour, au niveau des organisations représentatives, nous n'avons eu aucun bilan présenté par le ministère de l'Éducation nationale. Mais déjà, il y a la volonté de l'inscrire dans la loi, ce qui nous semble à minima étrange. Pourquoi expérimentons-nous si c'est pour ne pas s'appuyer sur les résultats des expérimentations ? Un dernier point sur la direction d'école. Les directrices et directeurs d'école sont absolument surchargés. Le SNALC a demandé depuis très longtemps que des personnels administratifs puissent venir en soutien aux directeurs d'école. Il y a aussi la question parfois de l'accueil, d'avoir des personnes à l'entrée des écoles. Les écoles sont souvent des passoires, très clairement, puisqu'une fois que les personnels sont en classe, il n'y a absolument personne pour voir ce qui s'y passe. La loi RILAC, de ce point de vue-là, n'a strictement rien résolu. Les directrices et les directeurs d'école tirent la sonnette d'alarme. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons donc au dernier syndicat avec Sud Éducation. Madame Cohen, allez-y. Oui, bonjour, mesdames et messieurs les députés. Cette rentrée, comme la rentrée précédente, a lieu sous le signe de l'instabilité politique, puisque Madame Borne est démissionnaire, et que nous allons sans doute, ou peut-être, vers la nomination du 7e ministre de l'Éducation en 3 ans. Tout d'abord, nous avons commencé l'année en apprenant le suicide de notre collègue Caroline Grandjean, professeure des écoles dans le Cantal, victime de lesbophobie et de menaces de mort. Elle a mis fin à ses jours le 1er septembre, jour de rentrée. Cette collègue est restée isolée et a été très peu soutenue par la mairie et ses supérieurs hiérarchiques. Il faudra déterminer la part de responsabilité de l'éducation nationale et en tirer les conséquences. Plus largement, les personnels de l'éducation nationale subissent une exposition grandissante aux risques psychosociaux, en partie liés aux pressions hiérarchiques, qui sont insuffisamment prises en compte par le ministère. Cette rentrée, c'est aussi l'application des nouveaux programmes en cycle 1, cycle 2 et cycle 3. Les nouveaux programmes de français et de mathématiques en cycle 1 et en cycle 2, très largement critiqués par les organisations syndicales et les associations pédagogiques, s'inscrivent directement dans le choc des savoirs et sont marqués par la même volonté de proposer des solutions simples, voire simplistes, à des problèmes identifiés.
Plutôt que d'interroger les déterminants de l'échec scolaire, la solution préconisée par le ministre Attal avait été de demander un cadrage plus fort des programmes, trahissant une défiance vis-à-vis du travail des professeurs des écoles. Leur mise en œuvre dès cette rentrée se fait donc de manière précipitée, sans plan de formation continue conséquent et au prix de pression à tous les niveaux. Avec les programmes de français et de mathématiques de cycle 3, on peut s'interroger sur le sens des priorités qui conduit à publier tambour battant de nouveaux programmes qui ne correspondent à aucune demande dans les écoles et dont la mise en œuvre, au moins partielle à cette rentrée, nous semble particulièrement irréaliste. Nous félicitons en revanche la publication et l'entrée en application cette rentrée des programmes d'éducation à la vie affective et relationnelle, mais qui restent hélas de l'affichage sans réels moyens, sans formation, et en interdisant dans de nombreuses académies le recours à des associations pour intervenir dans les classes. Comme l'année dernière, Sud Éducation déplore la généralisation des évaluations nationales, tant ces évaluations semblent inutiles et chronophages pour les personnels. Ces évaluations nationales qui s'étendent à l'ensemble des classes de l'école élémentaire sont des outils de management qui ne servent pas les apprentissages, mais individualisent et technicisent à outrance la problématique de la réussite scolaire. Elles nient les compétences professionnelles et la liberté pédagogique des enseignants et des enseignantes. Avec l'ensemble des organisations syndicales du premier degré, Sud Éducation demande l'abandon des évaluations nationales, standardisées, obligatoires, l'arrêt des mécanismes de pression et de contrôle et le respect de la liberté pédagogique. Allez-y, monsieur Delaporte. En cette rentrée 2025, ce ne sont pas de nouvelles évaluations dont les personnels et les élèves ont besoin. La double ambition affichée de l'élévation du niveau des élèves et de l'amélioration du bien-être à l'école restera lettre morte si des moyens conséquents ne sont pas débloqués pour réduire le nombre d'élèves par classe et recruter massivement des personnels sous statut de fonctionnaire, en rendant plus attractifs les métiers de l'éducation et en reconstruisant une formation initiale et une formation continue digne de ce nom. Aujourd'hui, l'école manque de tout. Il n'y a pas un ou une enseignante devant chaque classe et les carences ne s'arrêtent pas là puisqu'il manque également des remplaçants et remplaçantes, des enseignantes spécialisées et des psychologues en RASED, ainsi que des personnels d'accompagnement des élèves en situation de handicap et des personnels médico-sociaux. Ce n'est pas un budget d'austérité qui supprime les postes de fonctionnaires et bloque l'évolution salariale qui permettra de relever ce défi. Le défi de l'inclusion réussie des élèves en situation de handicap et des élèves, quelles que soient leurs difficultés, ne pourra être relevé si les écoles continuent d'être confrontées à un manque criant de personnel et de moyens pour accueillir correctement l'ensemble des enfants en âge d'être scolarisés, pour assurer les conditions d'une scolarité réussie. Par ailleurs, la réduction des inégalités passe aussi par la question de l'élargissement de la carte de l'éducation prioritaire et l'intégration des lycées dans celle-ci, même si ce n'est pas l'objet de cette commission. Enfin, et pour terminer, la canicule de juin a encore une fois fait la démonstration que le bâti scolaire n'est pas adapté au changement climatique. Le rapport de l'Alliance écologique et sociale récemment publié, auquel nous avons participé, rend le constat objectif. Les écoles sont pour une grande part mal isolées, amiantées pour 86% du bâti scolaire et non préparées au changement climatique. Il est urgent de prévoir un grand plan de rénovation du bâti scolaire pour améliorer les conditions de travail des personnels et d'apprentissage des élèves et réduire les inégalités d'accueil dans les écoles du territoire. L'école est un point de rupture, il faut la réparer. Voilà pour cette première table ronde à l'Assemblée nationale avec les représentants syndicaux du premier degré sur la rentrée des classes 2025. Une autre table a été organisée cette fois avec les syndicats qui s'occupent du second degré. Le second degré, c'est les collèges et les lycées. Alors là aussi, les doléances sont un peu les mêmes. Classes surpeuplées, manque de profs, manque de moyens. La question de l'inclusion a également été abordée. Retour dans la salle de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation nationale. Je vous remercie, mesdames et messieurs, d'être parmi nous aujourd'hui. Votre vision nous est précieuse. Je tiens à préciser, comme ce matin, que la CGT Éduc Action était évidemment conviée à cette réunion,
mais qu'elle nous a indiqué en début de semaine ne plus pouvoir être disponible en raison de la préparation de la journée de mobilisation de demain. Avant de vous céder la parole sur les sujets que vous souhaiteriez aborder dans un bref exposé liminaire, j'aimerais souligner l'importance de quelques enjeux essentiels. Nous avons évoqué ce matin la réforme de la formation initiale des professeurs des écoles. Vous voudrez peut-être nous dire un mot sur celle-ci pour ce qui concerne les enseignants du second degré. La rentrée est également marquée par la mise en œuvre du programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, EVARS, prévu par la loi depuis près de 25 ans. EVARS a trop longtemps été laissé de côté. Quel regard portez-vous sur le programme? Quelle organisation dans les établissements et surtout quelles formations sont prévues pour dispenser cet enseignement dans de bonnes conditions? J'aimerais également dire un mot des enjeux propres au lycée professionnel. L'année dernière a été marquée par l'introduction d'un parcours différencié en fin d'année de terminale, dit parcours en Y, qui consistait à donner le choix aux élèves en fin d'année scolaire entre une période de formation en milieu professionnel ou la poursuite d'enseignement intensif après les épreuves du baccalauréat. Quel bilan tirez-vous de cette réforme ? Sans plus attendre, je vous cède donc la parole à chaque organisation syndicale présente pour 5 minutes chacune. Voilà. Donc, Madame Vénitier, c'est à vous. Oui. Bonjour, Mesdames et Messieurs les députés. Merci de votre invitation pour pouvoir échanger sur la rentrée scolaire. Rentrée scolaire qui, dans le second degré, s'est avérée particulièrement désastreuse du fait du manque de professeurs, mais aussi du manque d'autres personnels. L'enquête du SNES-FSU à la rentrée a montré que cette année encore, il n'y avait pas un professeur devant chaque classe à la rentrée, puisqu'il manquait au moins un professeur dans près de 55% des collèges et des lycées. Mais chose que nous avons pu regarder de manière plus fine, ce sont bien les équipes entières qui n'étaient pas complètes, puisque les équipes éducatives et pédagogiques étaient incomplètes dans près de 73% des collèges et des lycées. C'est un véritable signal d'alerte quand on sait qu'il y a de nombreux enjeux. Je pense particulièrement à l'inclusion, avec là aujourd'hui le manque d'AESH, ou encore la difficulté à traiter la question de la santé mentale, avec le manque de psychologues de l'éducation nationale. C'est une rentrée aussi compliquée pour les personnels en raison d'une véritable crise de sens de nos métiers. On a de plus en plus de collègues qui nous sollicitent sur des questions de démission. Et là aussi, nous avons pu objectiver les choses puisque nous avons montré que sur ces 2 dernières années, près de 2 tiers de nos collègues ont pensé à démissionner. Ce sont autant de signaux qui montrent la crise profonde de nos métiers, qui est bien évidemment multifactorielle et sur lesquels nous attendons maintenant depuis plusieurs années, de trop nombreuses années, des réponses politiques. Je pense bien évidemment à la question des salaires. Il faut rappeler qu'entre 2020 et 2024, le point d'indice a augmenté de 5%, quand l'inflation a augmenté de 15%, et qu'aujourd'hui, les enseignants en fin de carrière gagnent l'équivalent de 2,3 fois le SMIC, qu'en 1989, ils gagnaient l'équivalent de 3,5 fois le SMIC. Nous attendons bien évidemment aussi des réponses sur la question des conditions de travail, et je voudrais ajouter, puisque vous avez parlé de la formation initiale, que pour le second degré, il nous semble que cette réforme est très loin de répondre aux enjeux d'attractivité, notamment puisqu'elle ne va pas permettre de renforcer les viviers d'étudiants qui pourraient être amenés à passer des concours et à enseigner ensuite dans le second degré. On a aussi les plus vives interrogations sur la solidité du bagage disciplinaire que des futurs enseignants. On sait que le second degré est structuré par les disciplines et aujourd'hui, avec un recrutement à Bac+3, nous avons les plus vives interrogations sur ce bagage disciplinaire qui peut aussi, s'il n'est pas suffisamment solide, être non pas un facteur d'attractivité, mais plutôt un repoussoir. Alors, je parlais de perte de sens qui pèse sur nos métiers. Il faut voir aussi comment nos collègues appréhendent la situation. Ils sont de plus en plus nombreux à nous dire que ce qui leur pèse, c'est la dégradation de l'école publique. Alors, ça veut dire que d'un côté, nos collègues sont extrêmement attachés, et c'est une bonne chose, à l'idéal de l'école publique qui consiste à accueillir tous les élèves sans distinction, à les faire grandir ensemble. Mais ça veut dire aussi que les différentes réformes qui ont été faites ces dernières années, sans jamais nous écouter, sans jamais les personnels, ont aussi entamé cette confiance envers l'institution et envers ce qu'est l'école publique.
Alors, je voudrais aussi dire un mot, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard, sur le glissement des métiers qui contribue aussi à la perte de sens des métiers. La façon dont, par exemple, au-delà du métier de professeur, le métier de psychologue de l'éducation nationale et de CPE se voit petit à petit ces missions glisser vers autre chose que le cœur du métier. Je pense notamment au CPE qui voit s'éloigner la dimension éducative au profit d'une dimension plus répressive, qui n'est pas le cœur de leur mission. Et puis, puisqu'on parle de rentrée, je voudrais quand même évoquer un enjeu qui est particulièrement important, c'est l'enjeu du bâti scolaire. Aujourd'hui, nous avons fait notre rentrée dans un bâti scolaire qui est dans un état déplorable et qui ne permet pas aujourd'hui de faire une année de manière normale, notamment en faisant face aux épisodes de réchauffement climatique. Là aussi, nous avons objectivé les choses. Dans une enquête que nous avons menée, près de la moitié des établissements ont connu des températures inférieures à 18 degrés et 63% des établissements ont connu des températures supérieures à 30 degrés. Il est urgent de lancer un plan de rénovation thermique des établissements scolaires de l'ordre de 4 à 5 milliards d'euros par an. Enfin, je voudrais évoquer quelques mots sur le programme DEVARS, qui est pour nous une avancée majeure. Nous avons défendu, porté, amélioré le programme DEVARS. Il est un enjeu citoyen pour former les élèves de demain, pour former les citoyens de demain, pour avancer sur la question de l'égalité filles-garçons et, par exemple, de l'apprentissage de ce qu'est le consentement. Il nous faut aller plus loin et plus vite sur la question de la formation. Aujourd'hui, nous avons trop de collègues qui sont démunis face à la question de l'EVARS et il y aura bien évidemment la question du soutien de l'institution. Je voudrais dire un mot de la voie professionnelle, dire que là aussi les classes sont très chargées, qu'il manque des professeurs, près d'un professeur sur deux dans les LP. Et en ce qui concerne la réforme du bac pro, le bilan est désastreux là aussi, un absentéisme qu'on avait prévu et les aménagements qui ont été annoncés ces dernières semaines ne sont pas suffisants. Ils ne font que finalement entériner la situation que nous avons connue l'année dernière. Il faut donc revenir sur cette réforme et laisser du temps aux élèves pour pouvoir gérer leurs apprentissages et pour progresser. Et je terminerai sur ce point-là. Nous avons besoin de temps pour nos élèves, nous avons besoin de considération, nous avons besoin d'écoute et de revalorisation. Je vous remercie. Nous passons maintenant à l'UNSA avec M. Fournier, Mme de Laplace. Eh bien, on va intervenir à deux voix pour commencer. Très bien. Mesdames, Messieurs les députés, malgré l'instabilité politique actuelle, vous allez devoir voter un budget pour la nation. Le SEUNSA a dénoncé le projet Bayrou de budget qui promettait une suppression de 10 000 postes et aucune revalorisation salariale. Aujourd'hui, le pays a besoin d'un autre budget. Et le SEUNSA rappelle une évidence, ce ne sont pas les coupes budgétaires aveugles qui sont nécessaires, mais il s'agirait de remplir les caisses de l'État correctement et d'utiliser l'impôt pour répondre aux besoins de la démocratie sociale. Investir dans l'éducation de nos enfants est un investissement qui rapporte, comme le montre le rapport de l'Institut des politiques publiques de juin 2025 sur les perspectives budgétaires. Profiter de la baisse démographique pour supprimer des postes rapporterait 3,4 milliards d'euros, quand l'amélioration du taux d'encadrement en profitant de cette baisse démographique rapporterait, elle, 4,5 milliards. Au SEUNSA, nous choisissons d'investir pour l'avenir de nos enfants et l'économie de notre pays. Aujourd'hui, les lycées professionnels accueillent... Aujourd'hui, les lycées professionnels accueillent un lycéen sur 3. Pourtant, la voie professionnelle souffre d'un manque de considération criant. Les élèves et professeurs de lycées professionnels ont subi de trop nombreuses réformes sans que jamais ne soit fait de véritable bilan. Le rapport de votre mission Flash sur les impacts des réformes successives du bac pro est édifiant. Ces réformes n'ont pas su faire du lycée pro une filière d'excellence, mais un lycée où on envoie majoritairement les élèves qui sont éloignés de l'école et qui subissent leur orientation. Les élèves en situation de handicap y sont 5 fois plus nombreux qu'en lycée général et technologique. Au SEUNSA, cette situation nous inquiète d'autant plus que les moyens manquent pour réussir l'inclusion scolaire. En bac pro, la dernière réforme a avancé les épreuves du bac en mai avec 170 heures de cours en moins. Avec le parcours différencié dit Y, c'est le mois de juin dernier qui a été perdu puisque les élèves ont été massivement absents en cours, mais aussi en entreprise. Le SEUNSA refuse qu'une nouvelle promotion d'élèves soit sacrifiée et que se rejoue la même fin d'année catastrophique. Le passage à un Y de 4 semaines au lieu de 6 ne résoudra pas le problème de fond. En outre, le niveau du bac pro ne cesse de baisser, rendant nos élèves moins employables. Et c'est pourquoi nous pensons que c'est une année supplémentaire post-bac pro qui est nécessaire pour préparer nos élèves à une poursuite d'études ou à une insertion professionnelle réussie. Enfin, il est plus que temps que les professeurs de lycées professionnels soient réellement considérés. La souffrance au travail s'accroît avec l'augmentation continuelle de la charge de travail et des nouvelles missions, à laquelle s'ajoute la désorganisation du mois de juin, les ingérables et innombrables tâches supplémentaires qu'a généré le fameux Y en plus des examens.
Au collège et au lycée général, la rentrée est encore marquée par le dispositif du plan choc des savoirs. Pour le SEUNSA, il faut finir d'abroger l'ensemble des textes le concernant, notamment les groupes au collège qui sont un non-sens pédagogique tels qu'ils sont organisés, mais aussi le dispositif dont on n'a pas compris grand-chose mais qui remplacerait la prépa seconde, qui lui n'est pas financé non plus. Assouplir les textes ne suffit pas. Quand on fait le constat qu'un dispositif ne fonctionne pas, il faut le supprimer et trouver les moyens d'aider les élèves qui sont les plus en difficulté. Aujourd'hui, l'école, elle sait faire réussir une grande partie des élèves, mais elle échoue à faire réussir ceux qui sont les plus en difficulté, les plus éloignés. Et c'est là-dessus que doivent se porter nos efforts. Ce ne sont pas les évaluations nationales généralisées qui répondront à ce défi-là. Au lycée général et technologique, en dehors d'une période de 2 années consécutives sans changement, le bac va encore vivre un énième changement avec l'arrivée d'une nouvelle épreuve anticipée de mathématiques. Là encore, la décision est prise de créer cette nouvelle épreuve, mais semble-t-il, le ministère a oublié d'aménager ou au moins de publier les aménagements de programme qui permettent de préparer cette même épreuve. Une fois de plus, notre système marche sur la tête. Enfin, pour finir, je voudrais parler d'orientation. Pour nous, au SEUNSA, l'orientation est un sujet majeur et devrait être une priorité. Les psy-EN, les enseignants, les CPE s'investissent beaucoup auprès de leurs élèves pour essayer de favoriser le mieux possible un parcours construit et choisi. Or, on voit bien qu'on n'y arrive pas, faute de moyens, là encore, pour mettre en place correctement ce parcours-là. Donc notre demande, c'est que ce dossier-là, comme il a été pris en compte par l'Assemblée nationale, puisqu'il y a eu une commission d'enquête, ou enfin non, je ne sais plus, j'ai oublié le terme, mais une commission d'information qui a rendu un rapport assez intéressant dans lequel on peut se servir pour trouver des solutions et améliorer l'orientation de nos élèves. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons à Monsieur Lalande pour Force ouvrière. Je serai plus court que ce matin sur les questions de politique générale. On va juste rappeler que le 10 septembre, partout en France, des manifestations ont été massives. La FNEC FPFO était aux côtés des jeunes et des travailleurs qui se sont rassemblés dans les grèves, les puissantes manifestations, les blocages, les assemblées générales. La FNEC FPFO condamne la répression d'État dirigée contre les mobilisations dans plusieurs endroits, Paris, Bordeaux, Tours, notamment contre la jeunesse, dans la continuité des méthodes utilisées contre les mouvements sociaux et les luttes économiques. Elle condamne toute volonté de criminaliser l'expression des revendications, ainsi que toutes les violences commises contre les lycéens et étudiants. Dans un communiqué du 12 septembre, les organisations syndicales d'éducation nationale, FSU, UNSA, FNEC FPFO, CFDT, Pardon ? Non, en fait, allez-y, continuez, s'il vous plaît. D'accord, mais c'est un petit peu... Quand on se fait interpeller, moi je réponds aux gens. Donc CGT Éducation, Sud Éducation appelle à se mobiliser par la grève et la manifestation le jeudi 18 septembre et à se réunir pour discuter des suites. La FNEC FPFO appelle les personnels à se réunir dans les collèges et les lycées à mettre en discussion la reconduction de la grève. Notamment pour revendiquer l'abandon du budget de guerre et d'austérité, l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation du point d'indice, la création des postes, des classes nécessaires pour garantir l'instruction, un vrai statut, un vrai salaire pour les AESH et les AED, l'arrêt, abrogation des contre-réformes qui cassent l'école publique, ses enseignements disciplinaires, ses diplômes nationaux qui remettent en cause les statuts et missions des personnels. La circulaire de rentrée de l'ex-ministre Borne a beau se fixer pour objectif de tenir la promesse républicaine de l'école, élever le niveau général et donner les mêmes chances à tous, les personnels ne sont pas dupes. Le jour de la rentrée, elle a déclaré « Il manque 2500 professeurs » et osé ajouter « C'est mieux que l'an dernier ». La rentrée 2025 n'est pas moins chaotique que les précédentes. Les enseignants manquent, les contractuels ne sont pas repris, il y a un manque de personnel de toutes catégories, y compris dans les vies scolaires, AESH, psy-EN, personnel infirmier, assistants sociaux. 100 000 bacheliers ont été recalés par Parcoursup. Des milliers d'élèves en situation de handicap n'ont pas de place en établissement spécialisé ou en classe spécialisée, n'ont pas d'AESH pour les accompagner.
des emplois du temps complètement désorganisés dans les lycées avec la réforme Blanquer et ses spécialités, ainsi que dans les collèges avec le choc des savoirs et ces groupes de besoins niveaux organisés en barrettes. Ces réformes ont organisé le chaos dans les emplois du temps, organisent des trous pour les élèves, pour les personnels, et c'est une véritable usine à gaz. Cette remise en cause permanente de la structure classe a un résultat désastreux sur le fonctionnement de l'école. La réforme de la voie professionnelle et notamment le parcours différencié en terminale ont également totalement désorganisé les lycées professionnels. Nous demandons l'abrogation de cette réforme. La FNEC-FPFO rappelle son exigence d'abandon de toutes ces contre-réformes, Parcoursup, service national universel, la place des élèves est en classe, pas à l'armée, le choc des savoirs, réforme de la voie professionnelle, réforme Blanquer du lycée et du baccalauréat, pacte enseignant, acte 2 de l'école inclusive, loi 3DS qui, je rappelle, a transféré une partie des missions des intendants aux collectivités territoriales. L'ex-ministre Borne a osé publier une note de service le 28 août pour tenter de relancer le PLE, c'est les plans locaux d'évaluation, mis en place par son prédécesseur, le ministre Blanquer, comme énième replâtrage des réformes du lycée et du baccalauréat, dont la FNEC-FPFO n'a jamais cessé de demander l'abrogation pure et simple. Comme en 2021, la FNEC-FPFO appelle les professeurs à refuser massivement et catégoriquement les PLE. Pas plus qu'en 2021, une note de service ne peut créer d'obligation au personnel. Pas plus qu'en 2021, la liberté pédagogique ne doit être entravée. La FNEC-FPFO raffirme sa revendication du rétablissement d'un baccalauréat avec un véritable examen disciplinaire, ponctuel, terminal et anonyme, premier grade universitaire qui permet d'accéder aux études de son choix. La FNEC-FPFO, pour finir, réaffirme son refus des conséquences des assises de la santé scolaire, en particulier la création d'une fonction de conseiller technique PsyEN, la mise en place d'un pôle santé sociale regroupant les 4 conseillers techniques, la définition et prescription par ce pôle des missions, tâches et stratégies locales incombant aux 4 corps, avec une primauté de l'intervention dans le premier degré, le tout sans aucune création de poste ni de revalorisation salariale. Elle réaffirme son opposition à la création de la fonction de conseiller technique de PsyEN en santé mentale et au regroupement des 4 corps, des infirmiers, assistants sociaux, psy-EN et médecins sous l'autorité de l'UDASIEN, à l'officialisation des glissements de mission pour compenser la pénurie de personnel. Elle revendique le maintien des statuts spécifiques de chacun de ces corps. Elle exige la création des postes nécessaires et la revalorisation indiciaire de ces corps. Elle invite ces structures à organiser les personnels. Je vous remercie. Merci. Nous passons maintenant à la CFDT avec M. Roman ou Mme Dumas. Madame Dumas. Mesdames, Messieurs les députés, pour la CFDT Éducation, Formation, Recherche publique, la rentrée 2025 dans le second degré ressemble tristement à celle de 2024. Les mêmes incertitudes, la même instabilité politique et surtout une action publique à court terme qui fait perdre le sens de nos métiers. Les réformes s'empilent sans cohérence, sans évaluation et laissent l'amère impression d'injonctions, parfois contradictoires et loin de l'intérêt éducatif. Au collège, les groupes de niveau, rebaptisés groupes de besoins, imposés par le ministre Attal, devaient être évalués. Ils l'ont été par l'inspection générale. Le verdict est sans appel contre cette organisation de l'enseignement des maths et du français. Résultat, rien. Aucune remise en cause, on continue. Au détriment des élèves, puisque le dispositif creuse encore les écarts. Les IG inquiets dans leur rapport parlent d'une dérive des continents annoncés. Et c'est aussi au détriment des personnels. Au lycée général et technologique, les annonces de dernière minute continuent. En juin, une nouvelle épreuve anticipée de mathématiques en première. À la rentrée, la consigne de modifier les projets locaux d'évaluation. Quel sens pour les élèves? Quel sens pour les personnels? Quel temps pour les équipes pour travailler ces sujets? Aucun. Au lycée professionnel, problématique semblable avec les réformes qui se succèdent sans jamais être évaluées. Dernier exemple, le dispositif Y. Sa mise en œuvre a montré que c'était bien un dispositif bancal comme les personnels l'annonçaient. Il sera réduit de 2 semaines. Cela ne réglera aucun des problèmes soulevés, ni ne lui permettra de mieux remplir ses objectifs, préparer l'insertion professionnelle ou la poursuite d'études. Enfin, partout, on déclare la lutte contre le harcèlement et la santé mentale prioritaire, mais en même temps, on continue de restreindre le nombre de personnels enseignants, de vie scolaire, du médical et du social présents dans les établissements. Mais on se donne bonne conscience en enjoignant la nomination de référents. Quel sens a tout cela? Cela nous amène au second point fondamental, la question budgétaire.
Et puisque voter le budget fait partie de vos attributions de député, il nous semble important d'illustrer les conséquences des choix qui sont faits. Pour la CFDT, l'éducation n'est pas un coût, c'est un investissement. Les manques sont criants. La ministre a annoncé 2500 ETP d'enseignants non pourvus cette rentrée. Rares sont les établissements non touchés, mais ceux qui le sont le plus sont aussi ceux qui accueillent les publics les plus fragiles, lycées professionnels, établissements isolés et ou défavorisés. Et il ne manque pas que des professeurs. La problématique des administratifs, toujours en sous-nombre, pèse sur leurs conditions de travail, mais aussi sur leur capacité à simplement faire leur métier, comme recruter et affecter des agents contractuels, par exemple. Les AESH, trop peu, trop précaires, mais pourtant principal dispositif humain de l'école inclusive. Un exemple. Dans un collège REP+ des Vosges, plus d'un tiers des heures notifiées ne sont pas couvertes. Il y a certes des difficultés de recrutement liées aux conditions de travail et à l'absence de statut, mais les questions budgétaires pèsent aussi sur la mise en œuvre des recrutements. En attendant, les enfants notifiés ne sont pas accompagnés ou pas à la hauteur de leurs besoins. Et cela touche toutes les catégories, assistants d'éducation, CPE, personnel administratif, médicaux, sociaux, psychologues de l'éducation, personnel de direction. Or, ce sont ces femmes et ces hommes qui, au quotidien, enseignent, assurent la sécurité, l'inclusion, le suivi des élèves. Le budget, c'est aussi ce qui permet la réalisation des missions du quotidien. Les dotations pacte fondent. Devoir fait au collège sera souvent assuré à minima. Le dogme de la priorité au remplacement de courte durée, sans s'interroger sur le contenu d'ailleurs, de ces heures, a consommé toutes les marges. Les dotations en HSE, heures supplémentaires effectives, se sont taries. Résultat, plus aucune souplesse pour financer quoi que ce soit. Il faut 3 séances d'EVARS par classe par an. Avec quel argent payer ces heures? Pour un climat scolaire serein, des clubs sur la pause méridienne sont utiles. Avec quel argent payer ces heures? Le savoir nager est vital, l'été l'a malheureusement démontré. Avec quel argent financer le professeur supplémentaire pour 2 classes lorsqu'il y a beaucoup de non-nageurs? Il n'y en a pas. Le financement de l'accès à la culture pour tous et toutes, un autre sujet. Les dotations arrivées hier dans les collèges parlent d'elles-mêmes, avec le pass éducation. Une base de 400 € plus 2 € par élève. Quelle ambition! 1 500 € pour 550 élèves. Et les budgets des collectivités, qui dépendent aussi en partie de vos choix, impactent eux aussi l'école. Ici, une commune des Yvelines, l'accès à la piscine redevient payant. Là, la région met trop peu d'agents à disposition du lycée de la région marseillaise, et donc les emplois du temps sont construits non en fonction des considérations pédagogiques, mais dans le but d'optimiser le temps de ménage. Dans la banlieue nantaise, un exemple de conditions de ramassage scolaire qui dégradent les journées des élèves, toujours pour des économies. Les choix budgétaires ont des conséquences concrètes sur les élèves, sur les personnels et sur la qualité du service public. Alors ces constats de rentrée étant faits, nous attendons de vous des prises de position courageuses dans les semaines qui viennent, guidées par l'intérêt général et qui donneront des moyens budgétaires à la hauteur des missions des services et des politiques publiques. Cela sera aussi la première de nos revendications demain dans la rue. Merci. Nous allons maintenant passer au SNALC avec Monsieur Girard. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour ou rebonjour. Je ne vais pas revenir sur certains points de ce matin, mais qui concernent tout autant le second degré que le premier degré. La question de l'attractivité se pose, même d'ailleurs depuis plus longtemps, dans le second degré. La question de l'école inclusive et de ce que nous on appelle l'inclusion au rabais des élèves se pose de plus en plus massivement dans les collèges prioritairement, mais aussi énormément dans les lycées professionnels. C'est un point dont les collègues nous parlent de plus en plus. Quant au poste au concours, on sait que certaines disciplines sont maintenant structurellement sinistrées, les lettres, les mathématiques, l'allemand, et certaines viennent chaque année s'ajouter sur le fait qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus de mal à vouloir devenir enseignant, quand bien même des choses sont tentées pour changer la place du concours, tenter des petites revalorisations salariales. On voit qu'on est quand même très très loin du compte sur un métier qui aujourd'hui n'attire plus. Je voudrais, au nom du SNALC, revenir sur une formule qu'un précédent ministre utilisait beaucoup et qui nous semble nécessaire de réanimer ici, la formule d'école de la confiance. On nous a beaucoup parlé de l'école de la
confiance. Et nous, ce qui remonte au niveau des personnels du second degré, c'est qu'on ne nous fait absolument pas confiance. On n'a absolument aucune confiance dans nos compétences professionnelles. On a, par exemple extrêmement récent, aucune confiance dans notre capacité à évaluer nos élèves au lycée général et technologique, puisque on nous sort une note de service de rentrée qui n'a été même pas discutée, évoquée avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives, avec quand même les représentants des personnels qui sont supposés la mettre en œuvre, cette note de service, pour nous expliquer qu'il faut évaluer comme ci et comme ça, et plus comme ça et comme ci, qu'il y a des évaluations comme ci et des évaluations comme ça, que certaines faut mettre coefficient 0 et d'autres visiblement non, et que tout ça va permettre aux élèves d'être moins stressés, puisque c'est bien connu, s'il y a moins d'évaluations qui comptent, ces évaluations-là ne vont pas plus les stresser. Ça n'a aucun sens, mais peut-être parce qu'il fallait dire quelque chose, je ne sais pas, peut-être parce que quelqu'un a eu une idée dans un bureau de la DGESCO à un moment. Et voilà, on est en train de redésorganiser le baccalauréat général et technologique qui n'avait vraiment pas besoin de ça, puisque depuis qu'il a été mis en place, ce nouveau bac, je rappelle qu'il y a à peu près un nouveau bac par an et que nous vivons chaque année un renouvellement du baccalauréat, du fonctionnement du baccalauréat. Alors cette année, on va avoir une épreuve de mathématiques. Ça fait quand même plus d'un an qu'au SNAL qu'on alerte sur le fait qu'on n'a peut-être pas les correcteurs pour arriver à corriger l'épreuve commune de mathématiques et les épreuves de spécialité et d'être jury du grand oral. Moi, je suis professeur de lettres, je sais que les professeurs de lettres, on n'en a pas assez pour faire tout ça. Donc les professeurs de mathématiques, ça risque d'être le même problème. Voilà, donc à un moment, si on veut montrer qu'on ne fait pas confiance au personnel de l'éducation nationale, il faut continuer à faire ça. Il faut continuer à balancer des directives qui viennent contredire les directives précédentes et à réformer la réforme de la réforme de la réforme, souvent parce que visiblement on n'a pas dû bien la comprendre la première fois et qu'il faut nous la présenter différemment. Sur la voie professionnelle, on a parlé, vous avez parlé, Madame la Présidente, du fameux Y. Je voudrais juste vous donner un chiffre qui vient d'une très sympathique académie. Sur la partie d'enseignement renforcé pour les élèves qui n'iraient pas en stage en entreprise, dans une académie, le chiffre d'absentéisme est de 90%. 90%. Mais c'est pas grave, on maintient le Y cette année, même si on le réduit à 4 semaines. Au moins, ils ne seront absents que 4 semaines au lieu d'être absents 6 semaines. Une fois encore, les organisations syndicales, je crois assez nombreuses, et dont le SNALC, avaient signalé ces problèmes-là, mais très en amont. Visiblement, on ne leur a pas fait confiance. Un point sur la formation initiale, on a un souci spécifique sur le second degré, c'est que le master ad hoc éducation est forcément un master éducation dans le process de formation et qu'on ne peut plus faire des masters de recherche disciplinaire pour devenir enseignant dans le processus normal, ce qui va quand même vider les viviers de thèse assez rapidement. Il faut quand même s'en rendre compte. En conclusion, les personnels du second degré qui sont de plus en plus manquants, nous n'avons plus de médecins, je tiens à vous le dire, je pense que là on peut quand même se mettre d'accord là-dessus par exemple, en ont assez des bidules, des dispositifs, des machins, des trucs qui changent, etc. À un moment on ne s'occupe pas de la crise d'attractivité, on ne s'occupe pas du fait que les personnels de l'éducation nationale n'y arrivent plus et savent qu'ils n'y arrivent plus. Et ce n'est pas en disant « mais si on changeait tous les programmes de l'école et du collège », qu'on va y changer quoi que ce soit, on va juste rajouter des tâches supplémentaires, de l'instabilité supplémentaire. Et pendant ce temps-là, eh bien, on cherchera de plus en plus de contractuels qui ne sont toujours pas plus formés qu'avant et on les balancera devant les élèves en priant si on est religieux ou en croisant les doigts si on est laïque. Je vous remercie. Merci. Nous allons donc passer maintenant au syndicat Sud Éducation avec Madame Valéjas. Oui, d'accord, allez-y, Madame. Bonjour Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Avant d'entamer le bilan de la rentrée, nous souhaiterions vous alerter sur le fort climat de mécontentement qui règne dans les établissements scolaires aujourd'hui. Preuve en est la mobilisation de demain qui s'annonce massive quelques semaines après la rentrée. Alors pour quelles raisons? D'abord parce qu'il y a une unanimité parmi les personnels de l'éducation nationale, parmi les organisations syndicales sur des revendications unifiantes qui devraient être satisfaites, c'est-à-dire la baisse du nombre d'élèves par classe, le statut des AESH, la hausse des salaires. Et puis parce qu'il y a une forte inquiétude
de la part des personnels en raison de l'instabilité politique, des coupes budgétaires que l'on a déjà connues les années passées et qui dégradent les conditions de travail. On a connu l'année dernière l'annonce en milieu d'année des heures sup qui ne seront pas payées, d'un budget qui sera épuisé. Donc tout ça, ça crée ce climat de fort mécontentement pour les personnels. Alors, pour commencer ce bilan de rentrée, nous avons à nouveau vécu une entrée sous le signe de la pénurie de personnel. On peut observer qu'en 4 ans, le nombre de postes vacants à la rentrée a triplé. Donc c'est extrêmement inquiétant pour la continuité du service public d'éducation. 3 causes principales à cela. D'abord, la question des salaires, trop bas dans l'éducation nationale qui rendent nos métiers trop peu attractifs. La question de l'accès dans le métier, donc la question de la réforme de la formation initiale, réforme en cours, on sera particulièrement vigilant dans sa mise en œuvre et il faudra en mesurer les effets. Et puis la question des conditions de travail. Un sujet bien trop peu abordé lorsqu'on parle de l'école. Les conditions de travail, ce sont d'abord le matériel, le bâti scolaire qui est inadapté, vétuste, parfois dangereux pour la santé des élèves et des personnels lorsqu'il contient de l'amiante, et puis inadapté au dérèglement climatique. Et ça, ce sont des choses qui pèsent quotidiennement sur la scolarité des élèves et le travail des personnels. Donc la question de l'attractivité, elle ne se borne pas à la question des enseignants, puisqu'on a remarqué à la rentrée que, encore une fois, il manquait des personnels médico-sociaux. À nouveau, il manque des AESH et donc les élèves ne sont pas accompagnés à la hauteur des besoins. À nouveau, il manque des personnels de vie scolaire. Et nous dénonçons particulièrement la manière dont l'éducation nationale tente de pallier ces manques en mutualisant. Et là, on souhaite vraiment vous alerter là-dessus, puisque la mutualisation des moyens dégrade les conditions de travail, participe au manque d'attractivité et c'est un véritable cercle vicieux qui se met en œuvre. Sur la question des AESH, par exemple, on a vu que le ministère essaie de faire passer dans différents projets de loi, par exemple des dispositifs, donc les nouveaux PIAL, les PASS. Là-dessus, on pense qu'il y a une vraie vigilance, que le rôle aujourd'hui des parlementaires, c'est pas d'encourager ou de valider en tout cas cette démarche du ministère de mutualiser à outrance, mais au contraire de garantir un emploi sous statut aux AESH avec un salaire complet et un temps complet pour garantir un vrai accompagnement pour les élèves en situation de handicap. On pense que c'est vraiment une question centrale dans la société aujourd'hui. Pour développer un peu sur la politique éducative second degré, voilà, on a une rentrée à laquelle on s'attendait en collège, c'est-à-dire qu'on fait à nouveau le constat que les groupes de besoins, de niveau, selon comment c'est appliqué dans les établissements, et la réalité montre que c'est assez hétérogène, ont désorganisé les emplois du temps, les services, les équipes aussi, comment travailler en équipe lorsqu'on a des élèves de 3-4 classes devant soi, et n'a pas eu d'effet positif, au contraire, sur les inégalités. Donc on appelle toujours au retrait de cette réforme et à revenir à des classes et d'entamer un vrai débat pour parler des vrais problèmes du collège, en particulier le nombre d'élèves par classe, par exemple. Voilà une mesure qui permettrait, en baissant le nombre d'élèves par classe, de lutter contre les inégalités. Au lycée, de la même façon, le ministère ne s'en sort pas puisqu'il continue de bricoler avec les difficultés issues des réformes Blanquer. Là, on a la réintroduction des maths sans adaptation, la réintroduction de l'épreuve de mathématiques au baccalauréat sans adaptation des programmes. De même, pour nous, c'est l'architecture du bac Blanquer qu'il va falloir revenir à des épreuves finales, terminales, nationales qui permettent l'égalité entre tous les candidats. Et puis, la sortie des lycées d'éducation prioritaire depuis 2015 montre encore ses effets extrêmement négatifs, en particulier donc, pour tous ces lycées dont l'IPS des élèves est toujours très bas et qui ne bénéficient pas des moyens de l'éducation prioritaire. Au lycée professionnel, on fait un constat similaire aux autres organisations syndicales. Le parcours différencié a des effets désastreux, un absentéisme record. Nous, on demande son abandon pur et simple. Il faut savoir arrêter une réforme quand elle est mauvaise. Et donc, c'est le moment de le faire. Sur les VARS, on se réjouit qu'il y ait enfin des programmes des VARS. C'était une de nos revendications. Néanmoins, maintenant, on a des programmes, il faut les mettre en œuvre. Et il y a 2 questions qui se posent. D'abord, la question de la formation des personnels pour pouvoir la mettre en place. On vous alerte sur le fait que la formation continue dans l'éducation nationale est réduite à peau de chagrin, où on demande au personnel de se former hors temps de service, ce qui n'est absolument pas possible et aggrave les inégalités, en particulier de genre. Et puis, si les personnels ne se sentent pas, ne peuvent pas intervenir, ou même s'ils se sentent, en tout cas c'est toujours une richesse, on peut faire intervenir des associations spécialisées, et là encore, 2 problèmes se posent. Les subventions pour ces associations,
nombre ont du mal à fonctionner. Et puis, on pense que l'éducation nationale doit être très rigoureuse sur le choix des associations et éviter que des associations qui portent des dogmes on va dire contraires et réactionnaires au programme des VARS n'interviennent en milieu scolaire. Voilà, je m'arrêtais sur juste deux éléments. La question du bâti scolaire, vraiment, on pense que c'est une préoccupation très importante des collègues à la rentrée, la question des inégalités, et on souhaite pouvoir travailler là-dessus parce qu'on pense que la mobilisation qui a lieu en ce moment, c'est une mobilisation pour plus de justice sociale, et donc ça a trait à ces deux problématiques. Je vous remercie. Je vous remercie. Voilà pour ces deux tables rondes sur la rentrée des classes 2025. On est 2 semaines après la rentrée des classes. C'était donc l'occasion pour les députés de faire un premier bilan. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir sur lcp.fr. On se retrouve très bientôt au cœur de la loi, au cœur de l'Assemblée nationale. Ciao, ciao.